Débat et controverse sur BFM Business. Stéphane Soumier accueille les experts. On va repartir donc ensemble, une heure de débat avec Jacques Delplat, avec Xavier Timbaud, avec Stéphane Van Nuffel, autour alors des questions du jour. On a mis l'Europe à la une, mais c'est parce que globalement, c'est un petit peu comme l'avait dit Emmanuel Macron. Il avait démarré son discours à la Sorbonne en septembre dernier en disant « Je vais vous parler d'Europe ». Et puis il s'était arrêté, il avait dit « Quoi encore ?» Oui, il va falloir vous y faire. Bon, je pense que c'est aussi peut-être la réaction de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Parler d'Europe, quoi encore? Oui, il va peut-être falloir vous y faire. 6 mois décisifs, nous a dit tout à l'heure Jean-Dominique Julény autour de l'Europe. Grosse tension sociale quand même, on aura une grosse journée jeudi. Jeudi, il y a grève à la SNCF, il y a grève Air France si jamais ils échouent sur les négociations salariales. Et il y a ultime rencontre des partenaires sociaux sur l'UNEDIC. Et puis, on parlera de l'évolution de l'Arabie Saoudite. Enfin, si ça vous intéresse, l'entrepreneuriat finalement comme valeur essentielle pour essayer de affirmer la mutation du pays vers l'après-pétrole. Et donc les femmes saoudiennes ont désormais le droit d'entreprendre sans aller chercher un tuteur masculin. Donc je l'ai dit, autour de la table, Jacques Delplat, l'économiste, Xavier Timbaud, directeur principal à l'OFCE, et Stéphane Van Nuffel, netinvestissement.fr. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. On va commencer avec l'Europe. Qui veut démarrer? Jean-Dominique Julény est venu nous voir tout à l'heure, là, 6 mois décisifs, dit-il. Alors on a un sommet informel là en fin de semaine, comme son nom l'indique, il est informel. Donc tout sera sur la table, même si a priori c'est les conséquences du Brexit qui seront au sommet de l'agenda, et notamment comment est-ce qu'on compense la perte de 12 à 15 milliards d'euros de contributions britanniques au budget européen. Derrière, on sait qu'Emmanuel Macron veut essayer de pousser vers une réforme de la zone euro qui lui donnerait davantage d'efficacité, notamment dans cette période de croissance. Xavier Timbaud, qu'est-ce que vous mettez à la une de cet agenda européen, justement? Alors, ce qui est à la une, c'est un certain nombre de choses qui sont les réformes de la zone euro, en tirant un certain nombre des leçons de la crise des dettes souveraines de 2000. Absolument. Voilà. Alors, pourquoi le moment est critique? Il est critique parce que, d'abord, Emmanuel Macron a mis ça sur la table, à la fois en France et aussi en Europe. Ensuite, parce qu'il y a eu l'accord de coalition en Allemagne, et l'accord de coalition qui conduit à cette coalition entre le SPD et la CDU, et au fait que Emmanuel Macron avait mis le sujet sur la table. Il est vendu comme davantage européen, on va le dire comme ça, cet accord de coalition. Voilà, Emmanuel Macron a réussi, en tout cas, à mettre ses propositions au cœur du débat interne de la coalition. Ouais. Voilà. Et puis par ailleurs, il y a les suites du rapport des 5 présidents avec la Commission qui a proposé un certain nombre d'évolutions de la zone euro et de la gouvernance de la zone euro et de réforme de l'Union européenne qui font que voilà, ça va bien au-delà de la question du Brexit. Et la question fondamentale qu'il y a, c'est on a cru que la zone euro pouvait éclater. Il y a encore énormément de tensions aujourd'hui dans la zone euro, avec des risques de montée populiste, mais avec des risques économiques aussi. Et donc, il faut profiter du fait qu'on est un petit peu dans le calme pour arriver à avoir des propositions qui tiennent la route. Il peut se passer quelque chose, Xavier Timbaud. Pierre Moscovici, hier, il a balayé le truc en disant de toute façon, on n'a plus le temps, les élections européennes débarquent dans 1 an et demi, déjà la fenêtre de tir est refermée. Il y a un risque de statu quo, évidemment. Il y a un risque de statu quo. Et là, pour le coup, les choses qui sont dans l'accord de coalition allemand portent pas à beaucoup d'optimisme, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, tout ça a plutôt servi à révéler les oppositions qu'il pouvait y avoir sur un certain nombre de sujets. Donc il y a des oppositions, je veux dire, presque marginales. La question d'un budget de la zone euro, qui est pas, à mon avis, la chose essentielle. Mais il y a la question, enfin, ce qu'on appelle la solidarité financière. Absolument. Et qui, en fait, est surtout la question de savoir est-ce qu'on peut avoir un défaut sur une dette publique européenne. La position française, elle est absolument pas. Si on fait ça, on compromet la stabilité financière de l'ensemble. On s'empêche cette garantie fondamentale qui est la promesse qui est faite qu'il n'y aura pas de défaut sur la dette publique, et donc qu'on a un actif sûr qu'on peut détenir, qui est la clé de voûte en quelque sorte d'un système financier. Et puis les Allemands qui disent non, il faut une discipline de marché, et une discipline de marché, ça implique qu'il puisse y avoir un défaut public, et tout le monde a en tête l'Italie.
Mais on voit bien que derrière l'Italie, il y a un risque majeur. C'est le risque que la France veut éviter. C'est que si jamais on ouvre la possibilité d'un défaut italien, on risque d'avoir une sortie de l'Italie de la zone euro avec l'éclatement de la zone euro derrière. Donc voilà, on est un petit peu face... C'est bien, ça nous rajeunit. Bah oui, mais c'est mot pour mot les débats d'il y a 4 ans. Hein, c'est mot pour mot les débats d'il y a 4 ans. On a changé la Grèce en Italie. Ouais. On est dans une situation beaucoup moins aiguë quand même. C'est-à-dire qu'on est plus dans la théorie que dans la pratique. Ouais. On était dans la pratique avec la Grèce. Ouais. On est un peu plus dans la théorie avec l'Italie. On retrouve les mêmes débats. Et probablement ce qui n'a pas été digéré par les Allemands au moment de la résolution de la crise grecque est en train de ressortir aujourd'hui. Voilà. Ceci étant dit, il faut pas pour autant penser que le statu quo est la seule solution. Et peut-être que de tout ça, de façon un peu compliquée et chaotique, peut émerger quelque chose. Il peut émerger quelque chose, et donc ça peut être un moment assez intéressant pour... 6 mois décisifs ou 6 mois pour rien, Jacques Delplat? Alors, ce ne sera pas... Il n'y a pas de crise à l'horizon, hein, donc il n'y a rien de dramatique. Mais il y a donc il ne va rien se passer. Donc il y a 3 choses. Il y a les bonnes choses qui vont venir, il y a le wishful thinking de la France, et il y a ce qui manque. Alors les bonnes choses à venir, je crois qu'il ne faut pas l'enlever, c'est tout ce qu'on appelle la capacité des États de l'euro à recapitaliser les banques en cas de grande crise, ce qu'on appelle l'union bancaire. Un futur fonds monétaire européen pourrait recapitaliser des banques en dernier ressort après avoir essoré les actionnaires, les créanciers et autres, pourrait en dernier ressort recapitaliser. Okay. Voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. C'est la principale bonne nouvelle à horizon 6 mois. Après, il y a le wishful thinking de la France. Il y a un misunderstanding entre la France et l'Allemagne qui date de 20, 30 ou... C'est qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait une union des transferts ou pas? J'ai entendu Xavier dire on va faire la solidarité financière. Je suis désolé Xavier, mais dans les traités, il est dit que la solidarité financière est interdite. No bailout. Non renflouement des dettes. Donc, je n'ai pas dit qu'on allait le faire, j'ai dit que c'était le point de désaccord entre la France et en gros, budget européen, la France dit par solidarité, l'Allemagne dit pourquoi pas, mais pour investir et rien d'autre. En fait, voilà. C'est là-dessus qu'est toujours la ligne de fracture, y compris dans le contrat de coalition allemand. C'est pourquoi pas, mais pour investir. Et alors, ce dont la Commission parle, c'est en dessous de 0,1% du PIB par an. C'est-à-dire, c'est peanuts. C'est rien du tout, c'est epsilon. Donc tout ce dont on parle là, un budget pour l'investissement machin et autres d'arriver par la Commission européenne, c'est epsilon, c'est un bruit blanc. Donc il faut que les Français arrêtent de mettre sur la table l'idée d'un grand budget européen qui va faire de l'absorption de chocs asymétriques, de la solidarité financière et autres. Il se trouve juste que les Néerlandais ne veulent pas et surtout les Allemands n'en veulent pas. À la fois la droite et la gauche. Le cœur essentiel de la politique allemande, c'est pas d'union des transferts. Pour des bonnes ou mauvaises raisons, les Allemands, ils sont absolument contre l'idée de transférer de l'argent de manière unilatérale à l'Italie, l'Espagne. Et troisième point, Jacques, après ce wishful thinking français. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut répondre à la vraie question qui est comment on fait pour absorber les chocs en Europe. Et il faut se poser la question de faire ça de manière privée. Aux États-Unis, 60% des chocs locaux sont absorbés par les marchés financiers, par les banques. En Europe, on est à 20%. Donc, la grande chose à faire, c'est trouver des moyens de faire de la vraie assurance. De la vraie assurance par les marchés financiers, par les mécanismes d'assurance et autres, et que les chocs, comme on a eu en Grèce, soient transférés au reste de la zone euro par d'autres mécanismes. Mais surtout pas par l'argent des contribuables. Les Allemands, les Néerlandais... vous avez commencé en nous disant, la bonne nouvelle, c'est que le mécanisme européen de stabilité va permettre de racheter les banques si jamais elles vont très mal. En dernier ressort, si elles absorbent les chocs pour ensuite finalement se faire récapitaliser par le mécanisme européen de stabilité, ça peut revenir au même que si c'était public, Jacques Delplat. Non, parce que la recapitalisation en dernier ressort, ça veut dire que tout a été actionnaires, créanciers, tout le monde aura été racheté avant. Vraiment, on en est troisième ordre. On n'en est plus là. Stéphane Van Nuffel. Je vais vous dire, Stéphane, les aspects techniques ont été très bien abordés par mes deux camarades, si je peux m'exprimer ainsi. Moi, je dirais que l'Europe
on peut pas attendre quelque chose là, on doit attendre quelque chose. On est arrivé à un stade où moi je partage l'idée que c'est 6 mois décisifs, 1 an, 5 ans, peu importe. On sait rien. Là on est arrivé au bout d'un... Ça fait 30 ans que je fais des journaux qui démarrent en 6 mois décisifs. C'est ça. On est arrivé à un stade où en même temps l'Europe, il faut qu'on soit un peu cohérent. Moi j'adore tous les discours qu'on entend, mais aujourd'hui on parle... Alors Xavier dit c'est pas très important, on parle que de budget. Il me semble pour autant, moi en tant que chef d'entreprise, que je peux vous garantir que tout repose sur le budget. Et dans les sujets, ce qu'on a là, c'est qu'on a encore des déclarations politiques. Moi, je ne comprends pas, mais c'est peut-être un défaut personnel quand on me dit qu'on est à 18 mois d'une échéance électorale. Il reste quand même 18 mois, c'est beaucoup 18 mois, et on vous dit on fait rien parce que dans 18 mois, il y a une échéance électorale. Et c'est comme ça tout le temps. Alors bien sûr, forcément, je vais encore passer pour le... pardon de vous couper, Stéphane, mais il a raison, Xavier, quand il dit que c'est anecdotique. Enfin, est-ce que, par exemple, on ne parle que de la zone euro, il semble qu'on soit dans une union à 27. Enfin, le simple périmètre aujourd'hui de nos affaires n'est pas défini. Non, mais c'est quand même on est d'accord. Plus important que de savoir si on y met un budget. Le budget, c'est tout le sujet. C'est pas ce sujet-là du 0,1% de plus que de la contribution qu'on avait avant, qui passe de 1 à 1,1. C'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est la puissance financière de l'Europe. Et qu'est-ce qu'on fait de cette puissance financière? Est-ce que demain on définit une Europe qui était la base de l'idée de l'Europe, qui était pour produire du charbon et de l'acier, pour reconstruire une Europe détruite, et on garde cette idée qui était l'idée initiale, et maintenant on va s'attaquer à la Chine, à l'Inde, aux États-Unis, à tous les accords qui se passent en Amérique du Nord, intra-Asie, etc. Ou est-ce qu'on fait une Europe de solidarité pour sauver ceux qui ne remplissent pas leur contrat? Et je ne peux pas partager 100% l'avis des Allemands, je ne peux pas partager 100% l'avis des Anglais qui partent, je ne peux pas partager l'avis des Français qui disent on va faire entre les deux. C'est-à-dire il faut refondre ce système. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, il y a un sujet qui n'est jamais mis sur la table en Europe, c'est la fiscalité. Et le budget de l'Europe repose quand même sur la fiscalité. C'est-à-dire c'est quand même le contribuable qui va pouvoir fournir à la France, à l'Allemagne, à l'Italie les moyens de contribuer à l'Europe. Tant que cet État, et là je parle de la zone euro, je parle même pas de l'Europe à 27, je parle de la zone euro. Ça va être sur la table. Voilà. Vous allez être servi parce que vendredi, c'est le seul truc qui sera sur la table. C'est primordial. Quand on a une zone monétaire équivalente et qu'il y a des fiscalités disparates, ça ne peut pas fonctionner. C'est tout le problème. Aux États-Unis, hein. Non, justement, je suis désolé, ça ne marche pas aux États-Unis. Aujourd'hui, ça ne marche pas aux États-Unis. Ils sont dans une telle divergence que, alors, on parle même plus d'harmonisation des taux, par exemple, sur l'impôt sur les sociétés. Non, on parle d'harmonisation de l'assiette de recouvrement de l'impôt sur les sociétés. C'est dire où on en est quand même. Il faut qu'il y ait une vraie. Alors, je vais juste au bout et je rebondis sur ce que vient de dire Jacques. Pourquoi ça marche pas aux États-Unis? Parce que d'abord, allez demander à un Californien s'il est ravi de devoir systématiquement renflouer les autres États américains qui vont pas bien, sachant que lui-même fait partie de l'État le plus endetté des États-Unis, mais que c'est un État qui est considéré comme riche, alors qu'il a des dettes monstrueuses. Maintenant, ce que j'ai appris, ce que je ne savais pas, mais ce que j'ai appris pendant un voyage aux États-Unis il n'y a pas très longtemps, c'est la représentation des États aux États-Unis. Vous êtes un gros État, vous êtes plus représenté qu'un petit État. Parce que c'est ça le problème de l'Europe aussi. C'est qu'on veut de la solidarité, on parle de solidarité, mais les gros, et je comprends les Allemands, qui sont les plus gros contributeurs, et pas simplement par la contribution au budget de l'Europe. Je parle aussi par rapport à leur puissance économique, au rayonnement de l'Allemagne par rapport à l'Europe dans le monde. Ces gens-là, au bout d'un moment, en ont ras-le-bol, tout le temps qu'on leur dise, il faut passer à la caisse. Parce que c'est eux, finalement, qui sont les plus gros contributeurs de cette fameuse solidarité. Donc on peut comprendre aussi leur espèce d'orthodoxie. Alors maintenant, je finis juste là-dessus, Stéphane, parce que ça me fait rire. Moi, ce que j'aime, c'est que tous ces débats sont gérés aujourd'hui par le commissaire européen à l'économie et le commissaire européen au budget, qui ne peuvent pas mais s'entendre. C'est impossible. Pierre Moscovici et comment il s'appelle, Gunther Oettinger ou quelque chose comme ça, sont deux personnalités et deux... Mais vous croyez qu'ils gèrent rien Ah non, mais il y en a quand même. Il y en a quand même que tout ça va se jouer. Je veux dire, il y en a un quand même qui n'a pas jamais été reconnu quand même pour son orthodoxie financière et son orthodoxie dans la gestion, le français, et vous avez l'allemand en face qui a quand même déclaré à peu près une dizaine de fois dans les 10 dernières années que la France était un panier percé. Donc forcément, les deux personnes qui sont censées trouver des solutions dans les 6 mois qui viennent, va falloir m'expliquer comment ils vont faire pour s'entendre. Xavier Timbaud, mot de conclusion là-dessus? Le mot de conclusion, c'est moi j'entends ce que dit Jacques Delplat sur le fait qu'il faut un système d'assurance privée, mais il faudrait quand même rappeler qu'en 2008, aux États-Unis, comme partout dans le monde, le système d'assurance privée, il a été soutenu par l'intervention publique et par la politique monétaire. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est-à-dire c'est pas tellement, la convergence fiscale. La question de la stabilité financière sont les éléments qui sont essentiels pour faire de la zone euro et de l'Union européenne une zone dans laquelle on investit. C'est ça la question aujourd'hui. Tout à fait. Et les Allemands n'ont pas contribué particulièrement en 2008 ou en 2012. Il n'y a pas eu de transfert vers la Grèce ou vers les autres pays. Ça a été assez minime. En tout cas, ça a été bien plus petit que ce qu'ils auraient pu perdre s'il y avait eu éclatement de la zone euro. C'est tout. Il faut juste regarder ces choses-là en face et bien faire ses calculs. C'est-à-dire que si on n'est pas solidaire vis-à-vis de la zone euro, on risque son éclatement et ça coûte très cher.
Après, ça implique effectivement que chacun tienne sa part du contrat à l'intérieur de l'espace européen. Compris les Allemands. Donc ça justifie ce petit jeu qu'on peut trouver confus, mais qui en fait est une espèce de pression réciproque les uns sur les autres. La question, c'est de savoir où on atterrit au bout du coup. C'est-à-dire, est-ce qu'on atterrit sur quelque chose qui, malgré tout, donne une certitude de stabilité à tous ceux qui veulent investir, ou est-ce qu'au contraire, on continue à jouer avec cette espèce d'état confus dans lequel on dit peut-être que oui, la zone euro, elle éclatera parce qu'on n'est pas capable de s'entendre. Et tant qu'on maintiendra cette idée, ça c'est dangereux. Et ça va... Enfin, je veux dire, c'est ça le cœur du débat. Donc ça veut dire, par rapport à ce avec quoi vous aviez commencé, affirmer de manière très claire qu'il ne peut pas y avoir, par exemple, de défaut sur une dette souveraine. Ce qui a sauvé l'Europe en 2012, c'est Mario Draghi, quand il a dit une seule phrase. C'est pas des milliards, c'est pas des dispositifs, c'est pas des institutions. C'est quand il a dit whatever it takes. Et il faut réaffirmer cette idée. Il faut dire les Européens sont attachés à l'euro, et ils vont le maintenir, ils vont faire ce qu'il faut. Chacun, ça sera difficile pour tout le monde, chacun aura quelques concessions à faire, mais au bout du compte, ayez confiance. La zone euro continuera d'exister. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même aujourd'hui encore réaffirmer. C'est ça. Et qui est incarné dans un homme, Mario Draghi, dont on sait qu'il va partir. Donc en plus, les questions, c'est ça. La question il y a de une la incertitude transition, supplémentaire. de l'héritage de Draghi, de la succession de Draghi, tout à fait, effectivement, se pose derrière. Jacques Delplat. Moi, je voudrais revenir un peu à la philosophie de l'Union européenne. Il y a deux choses qu'on a oubliées dans la zone euro. C'est le pardon et la prohibition de l'inceste. Alors, le pardon. Commençons par le pardon. Dans la Bible, dans Solon l'Ancien en Grèce au VIe siècle, dans toute l'histoire du catholicisme et du protestantisme depuis l'origine, il y a le pardon. Pourquoi ? Parce qu'une société sans pardon, on ne peut pas vivre ensemble. C'est pour ça qu'il y a des pardons. Et il y a toujours eu du pardon des dettes. L'inflation, les défauts, les dévaluations. Et dans le design original de l'euro, on a fait un système où le défaut, donc le pardon des dettes, n'est plus possible. Les Grecs, les jeunes Grecs, leurs parents ont fait n'importe quoi. Ils ont élu des corrompus monstrueux. Et est-ce que si je suis jeune Grec, je viens d'avoir 18 ans, je suis responsable de ça ? Et aujourd'hui, la question n'est pas. Vous dites, il va falloir se prononcer très vite sur l'annulation d'une partie de la dette grecque. C'est ce que vous dites, Jacques. Voilà, mais cette question-là n'est pas gravée dans le marbre, pas tranchée. Il n'est pas dit qu'à un moment les Allemands vont dire, ok, là, vu l'ensemble de ce qui a été fait. La Grèce, c'est un cas particulier, mais il faut réfléchir à des mécanismes où il y a des pardons des dettes, mais avec des incitations. Moi, j'avais publié il y a quelques années mon idée de dette bleue et rouge. Je vais dans 2 jours au FMI présenter la deuxième version du projet, qui soit avec plus d'incitations et plus sophistiquée. Mais il faut, et je demeure persuadé qu'il faut une partie de la dette qui soit solide comme du roc, c'est ce qu'achèteront les banques, et une autre qui est restructurable. Est-ce que le pardon n'est pas la porte ouverte à tous les péchés ? Non, ça, c'est ce que disait les Allemands. Le problème, c'est que... Ça, c'est la question que vous posera Wolfgang Schäuble si jamais il était en face de vous. On leur a pardonné. Et l'inceste alors, alors, les Allemands. depuis le Claude Lévi-Strauss, on sait qu'il ne faut pas se marier dans sa famille. Se marier avec quelqu'un de l'autre groupe, l'exogamie, c'est le cœur de la culture, le cœur de la civilisation. La nature, c'est l'inceste, souvent. Eh bien, on a construit l'Europe, notamment l'union bancaire, sur le fait qu'on incite les banques à se racheter entre elles, les entreprises à se racheter entre elles, à l'intérieur, les entreprises financières à se racheter entre elles à l'intérieur d'un pays. On a fait un monstre, notamment bancaire, avec les nouvelles règles, où j'ai tout intérêt à racheter une banque de mon pays et jamais à la acheter ailleurs. Donc on a érigé l'endogamie en principe de la finance, et notamment des banques. Et ça, c'est monstrueux. Ce qu'il faut faire, c'est l'exogamie. Il faut forcer les banques à se racheter entre elles. Il faut interdire... À l'échelle de la zone euro. Il faut interdire de racheter à l'intérieur d'un pays. Ouais. Et il faut inciter à racheter à l'extérieur du pays. C'est-à-dire que depuis BNP Paribas, BNL et Fortis, il n'y a pas eu de rachats transnationaux importants. Non, il y a deux banques européennes, c'est BNP Paribas et puis Hypo Vereinsbank et la banque italienne Unicredit. Oui, c'est ça. Et c'est tout, à l'échelle de l'Europe. Il y a BNP Paribas, quoi, globalement. Ouais. Alors que Santander a largement les moyens d'être une banque européenne. Il fait 2000 milliards de bilan sur 33 milliards. Donc ça fait 6% des actifs européens. Et qui soient vraiment européens. Bon, donc du pardon et pas d'inceste. Voilà. On va marquer une pause et on va parler de notre climat social dans un instant.